it goes. Look at that. Jackie Stewart, you saw. There's an accident for Tom Price. It's coming out of the corner there. He slid off. La Formule 1 a toujours évolué à la croisée de la grandeur et de la catastrophe. La vitesse, le talent, le rugissement de la foule à plus de 320 km à l'heure. C'est le plus grand sport automobile de la planète. Then drama. Italian Victor Brambilla loses control of his white Surtees, then regains it. Mais derrière le glamour et la gloire se cache une histoire plus sombre à laquelle ce sport ne pourra jamais tout à fait échapper. Voici les pilotes qui sont morts devant les caméras, capturés par les retransmissions télévisées, les reportages d'actualité et les caméras embarquées. Hamilton's going to try again, this time on the inside, a continent touch! Verstappen is out of the race and that's a big crash! Leurs derniers instants sont entrés dans l'histoire. Des images qui ont changé la Formule 1 à jamais et sauvé d'innombrables vies par la suite. Voici l'histoire de ces hommes. Plongeons-nous dans ce récit. Roger Williamson, Grand Prix des Pays-Bas, 1973. Roger Williamson est né le 2 février 1948. Pilote de course britannique, il a remporté 2 fois le championnat britannique de Formule 3. En 1973, il avait tout pour lui. Une vitesse fulgurante, un soutien solide et un volant chez March. Tim Parnell, le directeur de l'écurie BRM, n'avait aucun doute quant à son talent. C'était formidable. Roger Williamson était, sans aucun doute, un futur champion du monde. Un éloge des plus flatteurs. Et lors de ses premiers tours à Zandvoort, il se montrait à la hauteur. Après ses débuts en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne 1973, la deuxième apparition de Williamson en Formule 1 eut lieu lors du Grand Prix des Pays-Bas 1973 sur le circuit de Zandvoort. Au 8e tour, une défaillance présumée d'un pneu dans les virages en S à grande vitesse près du tunnel Oust a fait que sa voiture s'est retournée et a pris feu. Le réservoir d'essence s'est enflammé tandis que le châssis raclait la piste. La voiture s'est immobilisée contre les barrières opposées, à l'envers, en feu. Voici la partie la plus poignante. Williamson n'avait pas été gravement blessé par l'impact, mais il était coincé sous la voiture. Les commissaires de piste étaient à la fois mal formés et mal équipés et ne lui ont pas porté secours. Lors du Grand Prix des Pays-Bas de 1973, après avoir été témoin de l'accident, son compatriote britannique David Purley a abandonné sa propre course et a tenté de sauver Williamson. Purley se souvint plus tard qu'en arrivant sur les lieux, il avait entendu Williamson appeler à l'aide alors que le feu commençait à se propager. Il était vivant, criait, et un homme se battait pour le sauver. Dans des scènes poignantes retransmises dans le monde entier, Purley a tenté à lui seul de remettre la marche sur ses roues, tandis que les appels désespérés de Williamson résonnaient dans sa tête. Il a forcé si fort qu'il s'est rompu des vaisseaux sanguins dans les 2 bras. Les commissaires regardaient. Les autres pilotes ont continué la course, la plupart pensant qu'il s'agissait de la voiture de Purley. Course se poursuivant, il a fallu environ 8 minutes à un camion de pompiers pour faire le tour complet du circuit en suivant le flux de la course. Au moment où la voiture a finalement été redressée et le feu éteint, Williamson était mort par asphyxie. Une couverture fut jetée sur l'épave calcinée, avec Williamson toujours à l'intérieur, et la course se poursuivit. 8 minutes, c'est le temps qu'il fallut pour que les secours arrivent. Pendant ces 8 minutes, un futur champion du monde s'étouffa, tandis qu'un homme se battait seul et que le monde regardait à la télévision. Purley a par la suite reçu la George Medal pour avoir tenté de sauver Williamson. Il en a gardé une amertume profonde jusqu'à la fin de sa vie, et il avait toutes les raisons de l'être. Tom Price, Grand Prix d'Afrique du Sud, 1977. C'est là que les choses deviennent vraiment choquantes. Certains accidents en Formule 1 sont cruels. Le Grand Prix d'Afrique du Sud de 1977 a donné lieu à quelque chose de tout à fait différent. Un incident si bizarre, si soudain, si absolument mortel, qu'il défie encore aujourd'hui toute compréhension. Price est né le 11 juin 1949. C'était un pilote de course britannique originaire du pays de Galles. Il a remporté la course des champions, une épreuve hors championnat, en 1975, devenant ainsi le premier et, à ce jour, le seul pilote gallois à remporter une course de Formule 1. Ses pairs le considéraient comme l'un des pilotes les plus doués de sa génération. 1977 devait être son année. Ce ne fut pas le cas. Au 22e tour, son coéquipier Renzo Zorzi s'est arrêté sur le côté gauche de la ligne droite principale, juste après le sommet d'une colline et un pont surplombant la piste. Il avait des problèmes avec son système d'alimentation en carburant et le carburant s'écoulait directement sur le moteur, qui a alors pris feu. Zorzi ne sortit pas immédiatement de sa voiture, car il ne parvenait pas à
déconnecter le tuyau d'oxygène de son casque. La situation a poussé 2 commissaires de piste, situés de l'autre côté de la piste, à intervenir. Le premier commissaire était un jeune homme de 25 ans nommé Bill, et le second était Frederik Jansen van Vuren, âgé de 19 ans, qui portait un extincteur de 18 kg. Tous deux ont traversé la ligne droite principale, sans autorisation, sans avertissement, à un endroit situé juste après le sommet d'une colline, où les voitures qui approchaient n'avaient aucune visibilité. Au moment où les deux hommes ont commencé à traverser la piste, les voitures pilotées par Hans Joachim Stuck et Price ont franchi le sommet d'une bosse. Stuck s'est souvenu plus tard. Alors que nous arrivions au sommet, j'ai soudain senti ce commissaire traverser la piste depuis ma droite, portant un extincteur. J'ai pris un gros risque, et je ne sais pas comment je m'en suis sorti. Je n'avais pas le temps, j'ai simplement réagi par pur instinct. Stuck a fait une embardée. Il a survécu. De sa position, Price ne pouvait pas voir Jansen van Vuren, et n'a pas pu réagir aussi vite que Stuck. Il a percuté le commissaire d'adolescence à environ 270 km/h. L'extincteur qu'il portait a heurté la tête de Price avant de frapper l'arceau de sécurité de la Shadow. La force de l'impact était telle que l'extincteur a été projeté par-dessus la tribune adjacente. Il a atterri sur le parking situé à l'arrière de la tribune, où il a heurté une voiture garée et bloqué sa portière. Les deux hommes sont morts sur le coup. La Shadow, avec son pilote décédé au volant, a continué à rouler à toute vitesse sur le circuit avant de finir par s'écraser. Lorsqu'on lui a annoncé la mort de Price sur le podium, le vainqueur de la course, Niki Lauda, a déclaré qu'il n'y avait plus aucune joie après cela. Un euphémisme pour les annales. Quel coup du sort! Jochen Rindt, Grand Prix d'Italie, 1970. Jochen Rindt a remporté le championnat du monde des pilotes de Formule 1 en 1970 avec Lotus et reste le seul pilote à avoir remporté le championnat du monde à titre posthume, après son décès lors du Grand Prix d'Italie. Relisez cette phrase. Le seul pilote de l'histoire à avoir été sacré champion du monde après sa mort. Rindt avait 28 ans, était autrichien et absolument électrisant au volant. Il avait un jour déclaré « Chez Lotus, je peux soit devenir champion du monde, soit mourir ». L'ironie cruelle, les deux se sont réalisés simultanément. Le paddock s'est déplacé au Grand Prix d'Italie à Monza, un circuit réputé pour ses vitesses élevées. De nombreuses écuries, dont Lotus, ont choisi de retirer les ailerons arrière montés sur les voitures afin de réduire la traînée et d'augmenter encore la vitesse. John Miles, le coéquipier de Rindt, était très mal à l'aise avec cette configuration, signalant que la voiture ne roulait pas droit. Rindt a tout de même insisté. Lors des essais du vendredi, Rindt a fait une violente sortie de piste dans le virage de la Parabolica lors de son 5e tour. La barrière de sécurité s'est brisée et le véhicule a glissé sous celle-ci. Rindt, qui ne portait pas la sangle d'entrejambe de son harnais à 5 points, a glissé vers le bas dans le cockpit sous l'effet de l'impact. Rindt, qui refusait de porter des sangles d'entrejambe, a été projeté vers le bas dans le cockpit et a subi des blessures mortelles à l'aorte et au thorax, causées par la boucle du harnais de siège, une sangle manquante. C'est ce qui a fait la différence. Rindt a été déclaré mort pendant son transport à l'hôpital. Les enquêteurs ont soupçonné soit une défaillance des freins, soit une instabilité aérodynamique, mais la cause exacte n'a jamais été confirmée de manière définitive. Au moment de son décès, Rindt avait remporté 5 des 10 Grands Prix de l'année, ce qui lui conférait une avance considérable au championnat des pilotes. Après avoir remporté la course suivante au Canada, Kix se rapprocha à 17 points de Rindt au classement, ce qui lui donnait une chance de remporter le titre s'il gagnait les 2 courses restantes. Au Grand Prix des États-Unis, Kix ne termina qu'à la 4e place, faisant de Rindt le seul champion du monde posthume de l'histoire de la course automobile. Sa femme, Nina, a reçu le trophée du championnat en son nom. Ce n'est pas l'un des moments les plus glorieux de l'histoire de la Formule 1, c'est l'un des plus déchirants. Gilles Villeneuve, Grand Prix de Belgique, 1982. Gilles Villeneuve a terminé 2e du championnat du monde des pilotes de Formule 1 en 1979 avec Ferrari et a remporté 6 Grands Prix en 6 saisons. Mais les chiffres ne disent pas tout. Villeneuve n'était pas seulement rapide, il était spectaculaire, intrépide, une force de la nature au volant d'une Ferrari rouge qui faisait bondir les foules de leurs sièges chaque fois qu'il poussait la machine au-delà de ce que la physique jugeait possible. Et à l'approche des qualifications à Zolder, le 8 mai 1982, il était furieux. Depuis 13 jours, son esprit était envahi par des pensées de colère. Au Grand Prix de Saint-Marin, 2 semaines plus tôt, il s'était disputé avec son coéquipier chez Ferrari, Didier Pironi, qui avait ignoré les ordres et lui avait volé ce qui aurait dû être une victoire facile. Pironi l'avait trahi et Villeneuve voulait du sang sur le chronomètre. Villeneuve avait dit un jour « Je n'ai pas peur d'un accident. Je ne pense jamais que je puisse me blesser. Ça me semble impossible. Allons, lui avait-on dit. Tu ne peux pas penser ça. Si, avait-il répondu. Si tu crois que ça peut t'arriver, comment peux-tu faire ton travail correctement ? À 8 minutes de la fin de la séance,
course, Villeneuve a franchi la bosse après la première chicane et a trouvé Jochen Mass dans une marche roulant beaucoup plus lentement. Mass a vu Villeneuve approcher à grande vitesse et s'est décalé vers la droite pour le laisser passer sur la ligne de course. Au même instant, Villeneuve s'est également décalé vers la droite pour dépasser Mass. La Ferrari a percuté l'arrière de la marche et a été projetée en l'air à une vitesse estimée entre 200 et 225 km/h. Elle a parcouru plus de 100 mètres dans les airs avant de piquer vers le sol et de se désintégrer en faisant des tonneaux le long du bord de la piste. Villeneuve, toujours attaché à son siège mais sans son casque, a été projeté à 50 mètres supplémentaires de l'épave, dans la barrière de sécurité située à l'extérieur du virage. Il avait subi des blessures très graves, notamment une fracture du cou, et il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée de sa femme Johanne pour qu'elle donne son accord au débranchement des appareils de réanimation. Il est décédé ce samedi soir-là. Jody Scheckter a déclaré plus tard « Gilles aurait pu remporter le championnat en 1982 et la Ferrari en était certainement capable. Un champion qui n'est jamais devenu champion. » Le circuit Île Notre-Dame de Montréal a été rebaptisé Circuit Gilles Villeneuve à sa mort. La légende perdure, mais ces dernières secondes chaotiques, passées en l'air à Zolder, restent parmi les images les plus poignantes de l'histoire du sport d'automobile. Roland Ratzenberger, Grand Prix de Saint-Marin, 1994. Avant d'aborder le décès le plus célèbre de l'histoire de la Formule 1, nous devons prendre le temps de rendre à un homme l'hommage qu'il mérite, car le monde l'a presque oublié dès le lendemain. Et ce n'est pas juste. Roland Ratzenberger avait 33 ans et avait passé 15 ans à gravir les échelons des catégories inférieures, des voitures de sport et des courses japonaises pour atteindre la Formule 1. Prit le départ de son unique Grand Prix lors du Grand Prix du Pacifique, qui a suivi, terminant 11e après être parti en 26e position. Une seule course, tout ce qu'il a eu. Une seule course pour montrer au monde ce dont il était capable. Et maintenant, à Imola, le Grand Prix de Saint-Marin allait être sa deuxième. Il était décrit comme un bourreau de travail, un véritable bourreau de travail, admiré par beaucoup, non seulement pour ses talents au volant, mais aussi pour les efforts qu'il avait déployés pour réaliser son rêve, selon les mots de son coéquipier, David Brabham. Ratzenberger se battait contre Paul Belmondo pour la 26e et dernière place sur la grille. Il avait déjà fait des progrès notables, améliorant son temps au tour. Ses sponsors japonais étaient présents pour la première fois. Il voulait à tout prix se qualifier. Ce désespoir lui a tout coûté. Au début de la séance, Ratzenberger est sorti de piste à la chicane Hack Minerali. Avec son sponsor présent pour la première fois et à mi-parcours de son contrat, il a décidé de continuer après avoir vérifié la voiture du mieux qu'il pouvait. À son insu, cet incident mineur avait endommagé son aileron avant. Lors d'un tour ultérieur, alors qu'il tentait de négocier le virage Villeneuve qui exige une forte portance, l'aileron s'est brisé et s'est coincé sous la voiture, qui a percuté le mur extérieur à 314,9 km/h. A été enregistré à 500 Gay, le plus élevé de l'histoire de la F1. Ratzenberger a été tué sur le coup. Il a subi 3 blessures, toutes potentiellement mortelles. Une rupture de l'aorte, un traumatisme contondant causé par la suspension qui a transpercé la cellule de survie et la cause officielle du décès, une fracture de la base du crâne. Il fut la première victime mortelle du championnat du monde de Formule 1 depuis Riccardo Paletti en 1982. 12 années de sécurité, 12 années à croire que cela ne pourrait plus se reproduire. Tout s'est effondré en un samedi après-midi à Imola. Ayrton Senna n'est pas retourné en piste après avoir appris la nouvelle. Le triple champion du monde a baissé la tête en larmes devant le professeur Sid Watkins, submergé par l'émotion. Il portait déjà un drapeau autrichien dans son cockpit. Il avait prévu de l'agiter à la ligne d'arrivée en hommage. Il n'a jamais atteint la ligne d'arrivée non plus. Ayrton Senna, Grand Prix de Saint-Marin, 1994. 1er mai 1994, le jour le plus tragique de l'histoire de la Formule 1. Senna a remporté 41 victoires, 65 pole positions, 19 meilleurs tours en course et 80 podiums en Formule 1. 3 titres de champion du monde, largement considéré comme le plus grand pilote de qualification que ce sport ait jamais connu. Et au Brésil, il n'était pas simplement un pilote de course, il était une religion nationale. Mais la saison 1994 avait été difficile. Senna avait déclaré avoir un sentiment très négatif à propos de la FW16. Il avait ajouté « Ça va être une saison avec beaucoup d'accidents et j'oserais dire qu'on aura de la chance si rien de vraiment grave n'arrive. » Des paroles sombres, comme s'il savait déjà quelque part. La course était le 3e Grand Prix de la saison et elle avait mal commencé dès le vendredi avec un accident de Rubens Barrichello qui avait échappé de justesse à la mort après avoir fait un tonneau dans le virage de la variante Bassa. Puis Ratzenberger était décédé le samedi. Le week-end était déjà plongé dans le deuil lorsque le dimanche était arrivé. Au 7e tour, Senna menait depuis
depuis la pole position après un redémarrage derrière la voiture de sécurité. Ses pneus devaient être froids après plusieurs tours passés derrière la voiture de sécurité. Les avocats de Williams ont également suggéré que Senna avait peut-être tenté d'éviter un débris sur la piste et avait perdu le contrôle de sa voiture en conséquence. Les accusations se sont ensuite concentrées sur la colonne de direction de la voiture qui a été retrouvée cassée à un endroit où une modification avait été apportée. L'accusation a fait valoir qu'un joint soudé s'était fatigué et avait cédé, provoquant l'accident, tandis que l'équipe Williams a soutenu qu'il s'était cassé lors de l'impact. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Le corps de Senna ne présentait pratiquement aucune fracture ni blessure grave sous le cou. Si la pièce de suspension projetée avait manqué sa tête de seulement 5 cm, il serait probablement sorti de l'accident avec seulement quelques contusions mineures. La nature de la blessure était telle qu'aucune intervention médicale n'aurait pu lui sauver la vie, même s'il s'était écrasé juste devant un hôpital. Le 1er mai 1994, Ayrton Senna a quitté la piste sur le circuit d'Imola et a percuté les barrières de sécurité. Des débris avaient transpercé son casque, provoquant de multiples fractures à la base du crâne. L'heure officielle du décès de Senna a été enregistrée à 14h17 le 1er mai 1994, ce qui correspondait à la mort cérébrale au sens de la loi italienne, au moment où Senna a percuté le mur du Tamburello. Martin Brundle était furieux que la Formule 1 ait continué à courir à Imola après l'accident du Brésilien. Le Britannique s'est ensuite emporté en déclarant « Nous avons couru devant une mare de sang de Senna pendant 55 tours. Plus d'1 million de personnes ont assisté à ses funérailles nationales. Le Brésil pleurait, le monde pleurait, et la Formule 1 a été contrainte de se regarder en face et de se reconstruire entièrement. Les décès de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna à Imola en 1994 peuvent être considérés comme un tournant pour la sécurité des pilotes de Formule 1. Les changements d'attitude, les procédures et les normes qui en ont résulté ont été profonds et leurs effets perdurent encore aujourd'hui. Plus fou dans tout ça, les questions entourant les 1,4 secondes manquantes de la vidéo de la caméra embarquée de Senna et la possible altération de la boîte noire que Williams a conservée pendant 1 mois avant de la remettre aux enquêteurs ont alimenté des théories du complot qui circulent encore aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, qui ne disparaîtront jamais complètement. Jules Bianchi, Grand Prix du Japon 2014. Pendant 20 ans après Senna, la Formule 1 n'a perdu aucun pilote. 20 ans d'accidents qui auraient été mortels à une autre époque. Le sport avait changé. Le sport avait tiré les leçons du passé. Puis vint Suzuka en octobre 2014. Et le sport s'est vu rappeler que le danger ne disparaît jamais vraiment. Jules Bianchi avait 25 ans, était français, pilotait pour la petite écurie Marussia et était largement considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du paddock. Ferrari l'avait dans son académie. Charles Leclerc, aujourd'hui vainqueur d'une course pour Ferrari, était son fils. Après les réformes de sécurité mises en place à la suite de l'accident de Senna, Bianchi a été la première victime mortelle du championnat du monde de Formule 1 en 20 ans. À peine 3 jours avant l'accident, Bianchi avait déclaré publiquement qu'il était prêt à prendre le volant d'une Ferrari. « Je travaille dans ce but depuis que j'ai rejoint l'académie fin 2009. Je pense avoir acquis une bonne expérience et je me sens prêt pour cela, c'est certain. » Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. La course s'est déroulée dimanche après-midi sous un temps sec et ensoleillé. Mais en octobre à Suzuka, la saison des typhons japonais ne se soucient guère des calendriers de course. Une pluie battante s'est abattue sur le circuit. Conditions se sont rapidement détériorées. Plusieurs pilotes avaient déjà eu un accident. Adrian Sutil était sorti de piste dans le virage Dunlop et une grue de dépannage était sur la piste pour retirer sa voiture. Les drapeaux jaunes doubles flottaient. Ratzenberger était décédé des suites d'une fracture de la base du crâne. L'histoire de Bianchi allait se terminer différemment, mais de manière tout aussi tragique. La course se poursuivant, il a fallu environ 8 minutes à un camion de pompiers pour faire le tour complet du circuit en suivant le flux de la course. Au moment où la voiture fut enfin redressée et l'incendie éteint, Williamson était décédé. L'histoire, d'une manière perverse, se répétait. Un pilote en difficulté, un système qui n'était pas assez rapide pour le sauver. Bianchi s'est approché de la zone de l'accident et a perdu le contrôle sur une flaque d'eau. Sa Marussia a dérapé hors de la piste et a percuté l'arrière de la lourde grue de dépannage à une vitesse considérable. Rindt avait été déclaré mort pendant son transport à l'hôpital. Et aujourd'hui, en 2014, l'histoire portait un nouveau coup dévastateur au paddock. Tatsumi Bianchi a d'énormes forces de décélération. Son casque a heurté la structure de la grue. Il a subi une lésion axonale diffuse du cerveau, l'une des formes les plus catastrophiques de lésion cérébrale traumatique qu'un être humain puisse subir. Bianchi a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, inconscient. Il n'a jamais repris conscience. Pendant 9 mois, sa famille a veillé à son chevet. Le père a décrit des moments où sa main tremblait, où de petits signes de vie vacillaient, mais les lésions étaient irréversibles. Il a été
été le premier pilote de Formule 1 à mourir des suites de blessures subies en course depuis Ayrton Senna en 1994. Rindt reste le seul pilote à avoir remporté le championnat du monde des pilotes à titre posthume. Bianchi reste le dernier pilote de Formule 1 à avoir perdu la vie dans ce sport. Et dans l'un des moments les plus doux amers de l'histoire récente du sport automobile, ce sont les avancées en matière de sécurité déclenchées par l'accident de Bianchi, le dispositif Halo, qui ont sauvé la vie de Romain Grosjean lors de l'accident spectaculaire du Grand Prix de Bahreïn 2020. Grosjean a déclaré plus tard « Jules m'a sauvé la vie et j'étais absolument contre l'introduction du Halo. Quel idiot j'ai été !» En son honneur, son numéro de voiture, le 17, a été retiré à jamais de la Formule 1. Indélébile, irremplaçable, tout comme lui. Quelle de ces histoires vous a le plus marqué? Le héros solitaire combattant les flammes à Zandvoort? La violence surnaturelle à Kyalami? Le week-end noir à Imola? Ou le jeune Français qui est mort pour que les futurs pilotes puissent vivre? Part de vos réflexions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Grid Rivals pour ne pas manquer les prochaines.